Ben, pour prendre la mesure de tout ça, essayer de ramener ça dans quelle logique économique tout ça s'inscrit et comment ça pourra débouler. Christian Debloc, docteur en économie, professeur émérite au département de sciences politiques de l'UQAM, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, pour vous, on dit ça va prendre un certain temps. Là. C'est pas une récession ce matin au Canada. Ça va prendre un certain temps. Combien de temps ça va prendre avant qu'on commence dans votre esprit à avoir les premiers dommages économiques au Canada? Ben, d'abord, il faudrait que les mesures soient mises en place déjà. Donc, pour le moment, on est encore toujours un climat d'un peu d'incertitude, mais c'est sûr que le choc va être très dur. Ça va être pas simplement au Canada, mais aux États-Unis même. Et je ne parle pas du Mexique, qui est quand même un partenaire extrêmement important. Donc, on prévoit déjà, on en parlait, les chambres de commerce du Canada parlaient d'un recul du PIB pour 2025 de 2,2%. La présidente du Mexique parlait d'un recul de 2,5 de son côté pour le pays. On parle aussi de chiffres pour les États-Unis qui sont peut-être un peu moins, mais on parle de 1,6. Donc, des mesures comme ça peut avoir qu'un impact négatif partout, vu, je dirais, l'intensité des liens qui lient les trois pays d'Amérique du Nord. Donc, pour vous, c'est loin d'être exclu qu'on dit on va être frappé au Canada d'une récession, mais on pourrait avoir une récession dans tout l'espace économique nord-américain, le Canada, États-Unis, Mexique. Ah, tout à fait. C'est l'impact. C'est je ne connais pas un économiste qui s'interroge pas sur la signification de ces mesures. Trump se vante toujours d'être un grand négociateur et il a même écrit un ouvrage là-dessus pour dire finalement qu'on commence par taper fort pour ensuite voir un peu à s'ajuster. Mais là, on est vraiment dans un contexte, je dirais, de brutalité et de coup fourré, excusez-moi l'expression. Et je pense que c'est quand même dramatique parce que déjà, dans son premier mandat, il avait brisé ce qui était essentiel dans l'ALENA, c'est le climat de confiance. C'est ça qu'avait surtout établi l'ALENA. Là, il a brisé ça, et puis là, maintenant, il revient à la charge avec, après avoir signé la CO, mais il revient à la charge avec des mesures, je dirais, frivoles, mais en même temps aussi tout à fait, je dirais, démesurées par rapport à des enjeux qui peuvent se négocier différemment. On l'a encore dit, votre collègue l'a dit tantôt, mais qu'est-ce qu'il cherche également exactement à négocier? Est-ce que c'est des problèmes de fentanyl, c'est des problèmes d'immigration, ou bien au contraire, c'est peut-être l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'il veut montrer par un coup de force en Amérique du Nord qu'il est capable de négocier sérieusement avec ce qui s'en vient sans doute de manière beaucoup plus dure, les Européens et la Chine. Ouais. Il y a des secteurs, si on regarde la bourse américaine ce matin, évidemment, tous les secteurs technologiques, tout ça, sont plus imperméables. Ils n'ont pas de manufacturiers, ils n'ont pas ce genre d'opération-là au même niveau. Mais on prend un secteur comme l'automobile ce matin, il en mange toute une. Le marché devient très pessimiste pour des joueurs comme GM, Ford, Stellantis, là, qui est Chrysler, à fonctionner. C'est des entreprises ça, qui fonctionnent en utilisant le libre-échange au maximum, en passant à la frontière librement. Vous pensez quoi d'un secteur comme l'automobile? Oui, ben là, c'est sûr que l'impact est beaucoup plus brutal, et d'autant plus que c'est l'un des secteurs les plus intégrés dans le monde, le secteur automobile en Amérique du Nord. Mais moi, je ferai extrêmement attention sur la question du commerce électronique, la question de tout ce qui est information, communication. Là, on touche à des questions de réglementation, et ça peut être extrêmement sensible. Ça sert à rien de mettre des tarifs, tout le monde le sait, ça, c'est pas ça le problème. Mais on peut éliminer finalement des concurrents assez facilement par des normes, par des interdictions. Et là-dessus, on pourrait bien être surpris avec du côté de la Chine qui, cette fois-ci, contrairement à ce qui s'est passé par le premier mandat, se prépare, je dirais, durement face à l'administration Trump. Donc, faut toujours relativiser les choses et je dirais que peut-être les risques sont, même si en apparence c'est l'automobile qui va prendre le premier coup, mais le risque est peut-être beaucoup plus grand sur les secteurs d'avenir comme l'intelligence artificielle, comme l'électronique, comme les télécommunications, etc., que peut-être sur les secteurs matériels, parce que c'est là que se font les enjeux commerciaux. La riposte canadienne, là, vous l'avez interprétée comment? Là, cette première salve là, immédiate à minuit ce soir, 30 milliards de biens, on dit stratégiquement choisis, qui deviennent taxés aussi, parce que là, on fait la même chose, on impose 25 de douane, de tarifs, et un autre 125 milliards dans 3 semaines.
Est-ce qu'on fait mal aux Américains? Est-ce qu'on se fait mal pour rien à nos consommateurs? Est-ce qu'on n'a pas le choix de répliquer pour montrer qu'on se tient debout? Disons que j'aurais tendance à dire que la réponse canadienne est modérée. C'est sûr que on est obligé de réagir face à Trump et cette manière cavalière de traiter finalement ces pays, comme les pays comme le Canada. Mais elle est modérée dans la mesure où on a une première salve, une deuxième salve qui devrait venir plus tard sur 120 milliards de dollars. Ça correspond à peu près entre le tiers et le quart des exportations, des importations, pardon, américaines au Canada. Donc, il y a encore de la marge. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on laisse encore le terrain à la négociation, régler un peu les problèmes que voudrait avoir réglé Trump. Mais on ne va pas d'une approche frontale, parce que c'est sûr qu'une approche frontale, on peut être que perdant. Donc, on essaie de calmer le jeu, on essaie peut-être de détourner l'attention de Trump vers autre chose, mais en même temps aussi, on a affirmé de manière très volontaire, je dirais, qu'on ne cessera pas manquer de respect continuellement comme ça. Ouais. Ce qui arrive au Canada et au Mexique, tu sais, dans le fond, en même temps, j'enlève la question des tarifs, mais plus largement, ça faisait hier 13 jours que M. Trump était au pouvoir. Il s'est attaqué au Danemark en voulant leur prendre le Groenland. Il s'attaque au Panama. Là, il est pogné avec l'Afrique du Sud ce matin. Menace l'Union européenne de tarifs comme il a fait au Canada. Moi, je l'entends ce matin, là, un sentiment américain, mais moi, je vais avoir 55 ans, j'ai jamais vu ça au Canada, un sentiment américain comme ce qu'on a depuis 24 heures, jamais vu ça. Est-ce qu'il y a un danger pour lui que ça se répercute dans le monde entier? Je veux dire, si le monde entier devient férocement anti-américain, c'est pas un pari risqué à un certain point pour les produits américains, les compagnies, la réputation des marques? Tu sais, à un moment donné, tu peux être gros et fort, mais est-ce que tu peux vraiment être seul contre tout le monde? Ben, c'est un peu la situation dans laquelle il se trouve. Il y a surtout, je dirais, pas simplement chez Trump, mais dans beaucoup de membres à venir qui ont déjà été nommés ou qui vont être nommés, un sentiment, dans le fond, que le monde est contre l'Amérique. Un sentiment, finalement, que l'ordre international est contre les Américains. Donc, à partir du moment où vous avez le sentiment d'être attaqué, d'être agressé, ben, ça entraîne finalement des comportements, je dirais, très sécuritaires, des comportements de repli sur soi qui sont extrêmement dangereux parce que finalement, vous l'avez bien dit, et tout le monde pense la même chose. On va se retrouver, les États-Unis risquent de se trouver très seuls à un moment donné où, au niveau, ne serait-ce qu'au niveau commercial, au niveau économique, les liens finalement entre pays n'ont jamais été aussi forts, aussi intenses. On ne peut pas penser, je dirais, le développement des États-Unis aujourd'hui sans penser à ce qui se passe, des relations qu'ils ont avec le Canada, avec le Mexique. Le Mexique est quand même, dirons-le carrément, le premier partenaire commercial des États-Unis. Ils sont capables de produire énormément de choses de manière technologique extrêmement avancée. Et ça, je ne parle pas des dimensions géopolitiques, mais aujourd'hui, finalement, il y a cette question commerciale dans lesquels on est tous un peu abasourdis. Mais en même temps, moi, je rappellerai toujours, là, parce que je pense qu'on parle toujours des amis, des amis, des amis. Mais en négociation commerciale, on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts. Ouais, Et là, Trump vient de le faire, montrer finalement que l'intérêt des États-Unis, à sa vue, pour lui, passe sur l'intérêt de tout le monde. Voilà. ouais. Mais toute cette idée, bon, vous connaissez l'histoire économique, je veux dire, depuis un demi-siècle ou à peu près, on a beaucoup mis de côté, surtout pour des grands pays, là. Je ne dis pas qu'il y a des pays qui ont des normes environnementales complètement différentes, mais entre des pays à peu près équivalents ou des démocraties à peu près équivalentes, c'est comme si le libre-échange était devenu la nouvelle norme là, pour créer la prospérité, créer l'enrichissement. La théorie des tarifs puis des fermetures de marché, ben, moi, j'ai l'impression que Trump revient 50 ans en arrière, puis il revient 50 ans en arrière, mais sur des théories ou des thèses qui ont été éprouvées et qui ont prouvé leur échec, non? Si on revient sur la question des tarifs seulement, certainement. Mais derrière, il y a une autre approche, je dirais, c'est pas une approche purement tarifaire comme au 19e siècle. C'est une approche, dans le fond, et c'est ça qui est important de voir. C'est sur ces conseillers économiques, ces conseillers commerciaux. On utilise les tarifs, dans le fond, pour obtenir des choses. Je pense qu'un élément extrêmement important, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais un élément extrêmement important, c'était la question de ces chaînes de valeur régionales. De repenser finalement nos rapports avec les voisins, parce qu'on est très liés à ça. Et dans ce Absolument. sens-là, Monsieur.
avec les Oui. nouvelles négociations que veut faire M. Trump, ben, on retrouve finalement cette idée que le monde est c'est une lutte perpétuelle entre maintenant aujourd'hui les États-Unis et le reste du monde. Monsieur Alors, De qui c'est Bloc, qui va je dois vous arrêter. Merci beaucoup.